L'association L'Arbre de Vie et d'Essence accueille aujourd'hui Philippe Lamy, thérapeute de couple et sexologue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Alors, parler de moi, c'est un peu difficile. Je vais te parler de mon métier, de ce que je fais, de ce que je propose. Donc j'ai eu une carrière qui remonte très très loin, puisque dans un passé lointain, j'ai fait des études d'architecture pour prendre une branche qui était complètement différente. Et puis, suite à la rencontre d'un guérisseur africain il y a une vingtaine d'années, j'ai pris le goût du care. Et je me suis mis le soin, le care en anglais. D'accord. Et j'ai pris du coup un petit pet dans la tête qui m'a donné envie de faire autre chose. Donc je me suis mis à la médiation en 2000. J'ai d'ailleurs proposé à l'université de créer un diplôme qui n'existait pas à l'époque. On l'a fait avec monsieur Jacques Gaucher, directeur de l'Institut de psychologie, et le diplôme de médiation judiciaire et conventionnelle en 2000 à l'université. Et je l'ai passé, et ensuite j'ai fait beaucoup de médiation judiciaire en particulier, notamment dans le contentieux post-divorce. Et dans ce cadre-là, je me suis rendu compte de toute la détresse qu'il y avait dans ces couples qui venaient devant moi, qui étaient des gens qui résolvaient le problème secondaire au divorce et qui avaient donc passé toute chance de se réconcilier. Et je me suis dit qu'il était extrêmement frustrant d'intervenir dans ce type de médiation alors que le désaccord était consommé et que j'aspirais beaucoup à intervenir un peu en amont. Ce qui m'a amené à reprendre un certain cursus d'études, de formation auprès de l'école européenne de psychosomatothérapie notamment, PNL, ProcessCom, enfin différents modules et différents outils de communication qui m'ont permis d'avancer un petit peu dans la compréhension des mécanismes de l'échange au sein du couple. Et aussi, pour terminer, je sais jamais terminé en fait. T'en rentres sur ce sujet, non? Voilà. Et aussi, je dirais peut-être surtout, une formation en sexologie avec le docteur Yves Psalty, qui est de Bruxelles, qui est une sommité et qui est un homme très médiatique, puisqu'on voit beaucoup à la télévision, en particulier au Canada, en Belgique et dans toute la francophonie. Et avec Yves Psalty, on a fait ces modules, et puis travaillé sur différents modules annexes sur la pleine conscience et autres. Voilà, donc aujourd'hui, je suis armé en médiation et en thérapie de couple, et je dois dire d'ailleurs que quand je reçois un couple, je ne sais pas si je le reçois en tant que médiateur ou en tant que thérapeute. C'est vrai que c'est très différent, mais quand on possède les outils, et bien finalement on est soi-même et on fait les choses un peu au feeling. Et à la fois on va du côté de la médiation qui est strictement une technique de communication, jusqu'à un aspect thérapie qui consiste à comprendre les blessures des personnes et essayer de rentrer dans leur histoire, de détecter leurs valeurs, leurs croyances, leurs blocages, ce qui naît de l'incompréhension de l'un, des valeurs et des croyances de l'autre. Et voilà, donc ce que je peux dire sur mon parcours sur la thérapie de couple qui est aujourd'hui mon métier, ma passion et ce qui nous amène aujourd'hui à nous voir. Exactement, et surtout au départ on s'est rencontrés sur un sujet, sur les hauts potentiels, des êtres très sensibles et parfois pas forcément avec les outils pour se comprendre en tous les cas, et on avait beaucoup échangé et en même temps sur ce livre qui est trop intelligent pour être heureux et qui va nous amener d'ailleurs à la conférence que tu vas faire. Comment tu es arrivé à travailler sur entre guillemets ces hauts potentiels? Je dis bien entre guillemets pour moi. Alors c'est une matière que je ne connaissais pas du tout jusqu'à il y a une douzaine d'années, époque à laquelle ma dernière fille a été diagnostiquée au potentiel, et la psy a eu l'intelligence de me dire, mais vous savez, c'est très important que les parents comprennent un peu ce dont il s'agit, parce que ce sont des personnes qui ont un mode d'emploi particulier, donc on va un peu réfléchir, discuter ensemble, voir si vos autres enfants ne sont pas également atteints de ce même handicap, parce que finalement c'est une difficulté dans le cadre scolaire en particulier. Pas toujours facile. Et du coup, elle m'a amené à réfléchir sur ce que pouvait être éventuellement la présence de ce handicap toujours chez moi. En me faisant lire un bouquin qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux de Madame Siofachin, qui établit finalement ce que c'est ce haut potentiel, ce que sont ces sujets à part, qui sont des gens hypersensibles, qui ont une hyperacuité sensorielle, qui sont dans l'empathie
et qui du coup bâtissent leurs relations sur un mode différent, ont un mode cognitif différent, qui fait davantage peut-être confiance à l'instinct qu'à la réflexion, cerveau droit versus cerveau gauche. Et en lisant ce bouquin, c'était en une douzaine d'années, j'en étais tellement bouleversé de découvrir enfin mon mode d'emploi, parce que existamment, de comprendre ma phobie scolaire, de comprendre ma difficulté de communication avec un certain nombre de gens, mes échecs professionnels et humains sans doute aussi. Et j'ai été tellement bouleversé de ça que j'ai écrit immédiatement un article qui est une sorte de fiche résumée de ce livre et qui a été le début de mon basculement vers ma vocation, je dirais, ou l'achèvement de ma vocation thérapeutique. S'agissant des couples au potentiel, je me suis rendu compte que finalement, parmi les caractéristiques qui sont les leurs, il ne s'agit pas simplement d'une hypersensibilité, d'une hyperacuité, mais également d'une attente émotionnelle, peut-être par rapport à l'autre, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une haine du mensonge, qui font que lorsqu'ils arrivent abîmés dans une relation qui est compliquée, ils ont une sorte de moteur pour rétablir le lien, pour le restaurer, une résilience, qui est d'ailleurs une caractéristique essentielle des hauts potentiels, qui fait que la médiation se déroule sur un mode assez différent d'une médiation ordinaire, et que finalement, que je trouve finalement beaucoup plus facile, parce qu'il y a un tel élan que les choses vont se régler, parce qu'ils ont un potentiel de restaurer, de comprendre l'autre, que c'est une matière que je trouve différente de la médiation ordinaire, de la thérapie ordinaire avec des sujets qui ne sont pas mus de ce désir de restauration du lien. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai adopté. J'ai lu sur le sujet les personnes qui se sont intéressées à la thérapie de couple dans ce cadre-là, comme Madame Ariel Ada, qui me semble être le pape de la réflexion sur le sujet, qui vient d'ailleurs de sortir un livre sur le sujet du potentiel dans le couple. J'ai réfléchi avec elle parce qu'on a un petit peu échangé sur le projet d'établir cette orientation de mon activité de thérapeute de couple sur le haut potentiel, sans du tout refuser les autres, hein, évidemment. Marielle Adam m'a invité à comprendre que finalement la vraie difficulté du couple haut potentiel, c'est essentiellement le couple mixte, c'est-à-dire un haut potentiel et une personne avec qui il est très difficile de communiquer puisqu'on n'est pas sur le même mode d'échange, sur le même style de compréhension, sur les mêmes attentes émotionnelles. Et voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le haut potentiel dans la thérapie de couple. Et je crois que c'est tout à fait possible, un adulte haut potentiel avec quelqu'un qui ne fonctionne pas forcément sur ce même mode. Et ça va être tout l'intérêt d'ailleurs de cette conférence que tu vas nous donner. Alors c'est tout à fait possible, parce qu'il y en a un des deux, en tout cas, qui va faire beaucoup d'efforts pour que le lien se rétablisse. Alors peut-être que c'est au prix d'efforts plus importants que l'autre qui a plus de mal. L'autre d'ailleurs peut être aussi agacé et irrité par la découverte de ce terme haut potentiel, qui est quelque chose que je déteste personnellement, dans la mesure où il donne une impression de supériorité, alors qu'en fait on parle surtout d'une fragilité et d'une difficulté. Fanny Nussbaum, dans son livre Les phylocognitifs, qui est sorti en janvier 2019, explique fort bien que finalement, tout ce qu'on a pu employer comme terme précoce, etc., n'est pas adapté, parce que finalement, ce que définit le sujet haut potentiel, c'est surtout son aptitude à raisonner et à raisonner en permanence. Penser et penser autrement et penser tout le temps. C'est le sous-titre d'ailleurs du bouquin de Fanny Nussbaum et d'Olivier Revol et de Dominique Sapé-Marinier qui s'appelle Les phylocognitifs. Donc cette conférence, mais surtout donc on a parlé de ton activité, de ta spécificité, mais on n'a pas parlé de Sprint Médiation. Alors on n'en a pas parlé parce que tu ne m'as pas demandé. Ben ça y est, c'est fait. Alors Sprint Médiation, c'est une association, enfin c'est une association d'ailleurs, on ne sait pas encore tout à fait quel est le mode de fonctionnement. C'est un groupe de thérapeutes qui s'est réuni autour de moi sur un projet qui est d'humaniser la médecine. Partant du constat que depuis une trentaine d'années, la médecine se perfectionne, se complexifie, se spécialise, jusqu'à découper le corps humain en tranches, et ce qui permet finalement à beaucoup de spécialistes d'aller très profondément dans la résolution de problèmes, dans l'identification, dans la compréhension du génome, de différentes choses, mais que finalement l'approche globale et holistique du médecin généraliste, qui était celle qui prévalait dans la médecine de nos grands-parents, est quelque chose qui tend à disparaître, et au fur et à mesure que la médecine se complexifie, se perfectionne, bien finalement elle se déshumanise.
Donc l'idée, c'est précisément de remettre sur une plateforme en communication les médecins et les thérapeutes, ramener d'autres choses que la médecine dans l'hôpital. Peut-être, on l'a vu mais ça existe déjà pour les hôpitaux pour enfants, on amène des clowns, on fait des différentes choses. Dans l'hôpital mère-enfant, on permet aux familles de loger avec l'enfant. Nous, on aimerait une réflexion plus globale sur comment peut-on humaniser l'hôpital, comment peut-on proposer des solutions psychologiques dans des affections comme la boulimie, où on va mettre des anneaux gastriques sans forcément inviter les gens à réfléchir là-dessus. J'ai sur mon site un témoignage d'un de nos soutiens qui est le professeur Eric Allaire, qui est chirurgien vasculaire à Paris, qui nous m'a raconté une anecdote qui était vraiment un élément déclencheur pour fédérer notre projet, qui est de dire, j'ai rencontré un jeune homme de 30 ans qui souffrait d'impuissance depuis l'origine et qui du coup n'avait pas pu bâtir sa vie sociale, sa vie d'homme, peut-être pas parce qu'il aurait eu besoin de faire l'amour toute la journée, mais juste parce qu'il était complexé de ne pas être un homme comme les autres. Donc ce gars-là a fait 3 tentatives de suicide entre 15 et 27 ans. Et avant que des psychologues n'envisagent de l'emmener, ou qu'un généraliste n'envisage de diriger vers un chirurgien vasculaire. Et du coup, ces psychologues ont eu une attitude qui était d'incompréhension par méconnaissance de ce qu'est la chirurgie vasculaire et qui n'ont aucunement pensé à explorer d'autres pistes que la psychologie, et au contraire, l'ont même culpabilisé en disant c'est vous y prenez mal, c'est dans votre tête, il faut que vous réagissiez autrement. Bref, le professeur Allaire a soigné cet homme avec un geste chirurgical semble-t-il ordinaire et banal, mais il me dit le problème c'est que maintenant ce jeune homme qui est fracassé par 15 ans d'échecs, je ne suis pas certain que ça va fonctionner. Et c'est maintenant que je voudrais voir les psychologues. Donc il aurait voulu les voir avant, il voudrait les voir maintenant et les voir après. Donc voilà, c'est un exemple qui illustre très bien le besoin que nous avons de réconcilier médecine et thérapie, médecine douce, et des exemples comme celui-ci, j'en aurai d'autres, avec un de mes amis qui s'est fait poser un anneau gastrique sans aucun soutien psychologique, qui a pris 10 kilos depuis, et qui aujourd'hui a envie de l'arracher la nuit tellement il est angoissé de cet échec, et qui va se faire enlever son anneau pour rentrer dans un site psycho. Voilà, donc, et on a aussi beaucoup de témoignages sur des accompagnements en fin de vie qui sont techniquement pas mal, mais psychologiquement moins bien, enfin voilà. Donc, c'est vrai que de séparer, ça n'a jamais été bon, mais de la complémentarité, en tous les cas, je pense que c'est vraiment l'avenir de demain. On a tous à s'apporter. En tous les cas, merci Philippe pour ton témoignage et puis à très bientôt. Merci Dominique. From here, all good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the